Bonsoir à tous et merci de cette invitation et de cette introduction. Vous pouvez vous demander pourquoi quelqu'un qui finalement a fait de la biologie toute sa vie, est immunologiste, est rentré dans ces champs de réflexion sur l'altruisme. Évidemment, vous pouvez dire que n'importe quel citoyen a le droit et peut-être même le devoir de le faire, mais je voudrais juste mentionner le choc qui a été le mien il y a 25 ans, alors que j'étais au fond de mon laboratoire de recherche en train de travailler sur des données avancées de l'immunologie. Et soudain, j'apprends qu'il y a 800 000 enfants par an qui meurent de la rougeole. C'est pas possible. Il existe un vaccin contre la rougeole qui coûte à peu près rien, 1 ou 2 centimes d'euros. Il est stable, donc il n'y a pas de problème de chaîne de froid. Il y a juste un problème de l'utiliser et il n'était pas utilisé. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais à quoi sert notre science et toutes celles que nous fabriquons, que nous élaborons, ce que nous découvrons, si nous ne sommes même pas fichus d'utiliser ce que nous avons déjà? Et cela a attiré mon attention sur les problèmes de pauvreté dans le monde et plus généralement donc, sur des problèmes qui sont des problèmes d'équilibre liés aux grands problèmes de la planète. Alors bien entendu, mon appartenance à l'Institut Pasteur, le fait que j'ai été directeur général de l'Institut Pasteur pendant presque 6 ans, m'ont en plus sensibilisé à ces questions. Mais donc, voilà un petit peu l'origine de ce questionnement. Et maintenant, je vais vous en parler plus précisément. Il y aura 2 parties dans cet exposé. La première, c'est de se dire, mais l'altruisme, oui, comment le réhabiliter? Ça, c'est le thème général. Mais d'abord, la question, c'est pourquoi le réhabiliter? Est-ce qu'on a tellement besoin d'altruisme aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que je voudrais vous démontrer maintenant, c'est que oui, il faut absolument réhabiliter l'altruisme, et pour un tas de raisons. La première, et ce sont des chiffres qui sont épouvantablement connus, mais curieusement, ils sont connus, mais quelque part, on s'y habitue, on ne les voit plus. Donc, les premiers chiffres, c'est 900 millions d'individus souffrent gravement de la faim, de famine dans le monde. Ça fait quand même, on est à peu près 6 milliards, hein, ça fait quand même à peu près 1/6 de la planète, c'est beaucoup. Et les dernières statistiques de la FAO montrent que ça ne s'améliore pas vraiment, un tout petit peu, mais pas vraiment. On reste à ce niveau depuis déjà une dizaine d'années. On peut prendre des critères de pauvreté qui sont différents les uns des autres, bien entendu, et on voit que plus d'1 milliard d'individus vivent dans un état d'extrême pauvreté. On peut prendre un autre critère qui est plus pratique, et on s'aperçoit que vous avez plus d'1 milliard d'individus, 1 milliard d'individus qui vivent sans toilette. Bon. Il manque d'eau, il manque de tout, ils vivent dans des conditions d'hygiène absolument effarantes. Et puis ensuite, on peut prendre les statistiques qui figurent partout, et donc un seuil de pauvreté, entre guillemets, 2 $ par jour, c'est-à-dire en gros 1,5 €, c'est pas beaucoup. Et vous avez pratiquement la moitié des hommes de cette planète qui vivent avec moins de 2 $ par jour. Donc il y a un problème de pauvreté. Pourquoi donc réhabiliter l'altruisme? Parce que la pauvreté, ce n'est pas uniquement une affaire humanitaire non plus. Alors bien entendu, vous entendez des gens, et évidemment ce n'est pas mon cas, mais qui vous disent, écoutez, chacun ses pauvres et que chacun se débrouille avec ses pauvres. Bon, ça c'est pas mon point de vue, mais même en dehors de toute attitude humanitaire ou humaniste, le fait est que la pauvreté constitue un problème politique de toute première grandeur, de toute première gravité. C'est évidemment à cause de la pauvreté que vous avez des transferts de population, que vous avez de l'instabilité, et c'est en partie, comme vous le savez bien, qu'une partie des problèmes politiques que l'on observe aujourd'hui en Égypte se produisent, ce sont largement des problèmes de pauvreté. Donc la pauvreté est un problème politique majeur.
En plus, je voudrais vous montrer que l'affaire n'est pas finie parce que la démographie galope. Et on n'est pas toujours conscient de ça. Encore une fois, ce sont des chiffres que vous pouvez lire partout, hein, et donc j'ai presque honte de les remontrer. Mais les démographes nous disent que d'ici 2050, c'est-à-dire 40 ans, il y aura 2,5 milliards d'individus de plus sur la planète. Alors, je vais vous montrer les courbes parce que c'est intéressant. Et voilà les courbes. D'abord, ici, là, vous voyez ce qui se passait avant Jésus-Christ. On était quelques millions. Okay. Vous voyez la croissance exponentielle qui a démarré autour des années 1800 à peu près. En 1800, on était 1 milliard. En 1900, on devait être à peu près 1,5 milliard. 1900, c'est il y a seulement 110 ans. Aujourd'hui, on est 6 milliards. Et vous voyez sur la courbe suivante la projection, c'est-à-dire qu'en 2050, on doit être 9 milliards à peu près, 9 ou 10, enfin bon. Et donc, en gros, on attend donc 2,5 milliards d'individus de plus. Et quand même, il va falloir nourrir tout le monde. Bon. Donc, il y a des problèmes qui sont considérables et qui sont provoqués par la démographie. Dites-vous donc qu'on va devoir accueillir 2,5 milliards d'individus, alors que sur toute la planète, il y a 100 ans, on était 1,5 milliard. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et il faut prendre des mesures en conséquence. Et encore une fois, ces mesures ne sont pas qu'humanitaires, ce n'est pas le sujet, enfin, ce n'est pas la totalité du sujet, c'est politique. Si on ne le fait pas, on va avoir d'énormes problèmes de stabilité sur cette planète. Donc voilà un premier élément. Et puis il y en a d'autres. Voilà donc, juste pour illustrer mon propos, l'un de ces milliers de camps de réfugiés dans lesquels les gens vivent sans eau, sans électricité, avec quelques vivres qui viennent à droite à gauche, dans des conditions absolument effroyables, et sans aucune hygiène, hein, en vérité. Donc les épidémies se répandent. Vous savez qu'à Haïti, il y a du choléra qui est revenu. Le choléra, on croyait que c'était oublié. Ben non, c'est pas oublié. La peste, il y en a encore. Et tous ces individus sont à la merci de phénomènes épidémiques pour des raisons évidentes qui sont avant tout des raisons de manque d'hygiène et également bien sûr des problèmes de non-utilisation, et j'y reviendrai, des produits que nous savons efficaces et des vaccins tout particulièrement. Alors, comment lutter contre la pauvreté? Et cela me donne l'occasion de vous donner quelques indications sur cette magnifique institution qu'est le Collège de France, fondée il y a 475 ans par François Ier, à une époque où l'université de Paris, la Sorbonne, était devenue cléricale. Et donc, il parlait latin. Il ne voulait pas parler autre chose que le latin, il ne voulait pas parler grec ni parler hébreu. Et donc, François Ier a dit, mais c'était inacceptable à l'époque de la Renaissance, et il a créé une autre institution dans laquelle la liberté était la règle. La liberté, c'est quoi? C'est la liberté d'enseigner ce qu'on veut, indépendamment du pouvoir politique, et c'était la liberté pour n'importe quelle personne d'aller assister aux cours. Gratuit, et fantastiquement, c'est resté comme ça pendant 475 ans, et ça reste l'institution, ou l'une des institutions les plus prestigieuses du monde académique. Aujourd'hui, il y a, comme vous l'avez dit, une cinquantaine de chaires au Collège de France, en gros la moitié dans le domaine des humanités, comme on dit, et l'autre des sciences dures. Et la mission du Collège de France, c'est théoriquement d'enseigner le savoir à son plus haut niveau, ce qui évidemment est impossible dans toutes les disciplines, mais le Collège de France crée de nouvelles chaires chaque fois qu'il est possible, dans des domaines qui sont particuliers, que l'université a du mal à saisir parce qu'ils sont aux interfaces. Et le Collège de France donc enseigne dans ces dimensions. Et c'est dans ce cadre que j'ai proposé à mes collègues, je n'ai pas créé, j'ai proposé à mes collègues de créer une chaire qui s'appelle Savoir contre pauvreté, chaire qui est une des rares chaires tournantes du Collège de France, c'est-à-dire qu'il y a tous les ans un nouveau professeur. Et la première année, c'est une jeune économiste remarquable qui s'appelle Esther Duflo.
qui fait l'économie de la pauvreté, en ce sens qu'elle évalue de façon rigoureuse l'impact de mesures économiques sur la pauvreté. Je vous donne un exemple. Est-ce que rajouter, c'est un travail qu'elle fait en Inde, à laquelle on collabore un peu d'ailleurs, rajouter des cheminées dans des habitations pauvres, est-ce qu'il y a un véritable bénéfice? Ça coûte tant, et d'un autre côté, on observe et on calcule que, en termes de santé, les enfants font de l'asthme, etc., ça coûte tant. Et donc, on peut démontrer l'efficacité économique et bien sûr non économique, en termes de bénéfices de santé, de choses extrêmement simples comme de mettre des cheminées dans des maisons qui n'en ont pas, parce que vous avez encore une fois à peu près 1 milliard d'individus qui vivent dans des conditions d'hygiène totalement invraisemblables. L'année suivante, ça a été Peter Piot. Peter Piot a été le créateur d'ONU-SIDA, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour lutter contre le sida. Et donc Peter Piot a fait un cours sur les maladies infectieuses et leur impact désastreux dans les pays pauvres. Vous savez que le sida, mais également la malaria, en termes économiques, c'est plusieurs points de produit intérieur brut par an dans des pays pauvres, parce que ça attaque les forces de travail vives. Ça n'attaque pas que les jeunes ou les vieux, si j'ose dire, ça attaque également les forces de travail en activité. Et donc, l'impact économique est totalement désastreux. Et cette année, l'homme qui fait ses cours en ce moment même est Ismail Serageldine, qui fait un ancien de la Banque mondiale, qui est le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et donc en ce moment est un petit peu bloqué en Égypte, mais il fait des cours sur la faim dans le monde. Et je vous mentionne à cette occasion que tous ces cours, comme la plupart des cours du Collège de France, sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les décharger sur des podcasts, il y a des vidéos, et la réussite de cette opération est tout à fait extraordinaire. Nous en sommes nous-mêmes surpris au Collège de France, puisqu'il y a 8 millions d'heures chargées chaque année sur les cours du Collège de France, ce qui en fait l'une des universités numériques les plus importantes du monde, au même niveau d'ailleurs que les universités anglophones. Donc nous sommes très fiers. Voilà. Donc voilà pour le Collège de France. Mais je poursuis mon exposé sur la question, encore une fois, pourquoi faut-il réhabiliter l'altruisme? Vous avez un deuxième segment qui est également très bien connu, qui est le suivant, c'est que, en gros, vous savez bien que nous commençons à atteindre les limites écologiques de la planète. Alors notre planète est finie, on le savait, mais enfin on ne l'avait pas complètement pris en compte. Et donc en matière de ressources naturelles, on commence à voir les problèmes arriver parce qu'il va falloir des énergies renouvelables. Le pétrole, les experts se bagarrent pour savoir si on est au pic, on a passé le pic, on va y arriver. Mais enfin bon, on sait qu'il y a un problème. Le gaz naturel, d'accord, etc., etc. Et puis il y a toutes les pollutions. Et parmi les pollutions insidieuses, celles qu'on n'avait pas vraiment vues il y a seulement 20 ans, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, dont le gaz carbonique, le CO2, n'est qu'un des éléments, et peut-être même pas l'élément majeur d'ailleurs. Et donc, le problème du réchauffement climatique, il est gros comme une maison, c'est le cas de le dire, et il est là. Et ce problème du réchauffement climatique, il va avoir d'énormes conséquences. Ces énormes conséquences sont des conséquences économiques, j'en dirai un mot, mais également des conséquences humanitaires, parce qu'on prévoit déjà plusieurs centaines de millions de personnes qui vont devoir migrer des zones humides à des zones plus sèches ou des zones sèches à des zones humides, etc. Et généralement, bien entendu, dans les pays pauvres. Vous avez des images spectaculaires d'îles qui sont en train qui risquent de disparaître en raison de la remontée des océans, etc., etc. Et donc, la gestion du problème climatique, que j'illustre à l'instant avec ce cliché, où vous voyez d'une part la fonte des glaces qui est extraordinairement impressionnante et plus rapide que prévu au pôle Nord, et les zones qui deviennent complètement désertiques dans des pays du Sud. Ce problème climatique, il est vraiment là, et à vrai dire, les experts aujourd'hui sont plutôt dans le côté pessimiste de la fourchette que dans le côté optimiste. Donc un vrai problème qu'il va falloir absolument traiter. Ça va mobiliser beaucoup de ressources.
Et ces chiffres sont tellement énormes qu'ils ne disent plus rien. Mais enfin, l'Organisation internationale de l'énergie a fait un chiffrage. Alors, il y a beaucoup de chiffrages. Vous avez le rapport Stern à un moment, dont vous avez dû entendre parler. Il y a d'autres chiffrages qui sortent, et puis c'est réactualisé sans arrêt. Et donc, l'un des derniers éléments de chiffrage, c'est qu'en gros, ça devrait, d'ici 15 ans, coûter 2000 milliards de dollars. C'est-à-dire à peu près 2% du produit intérieur brut du monde entier. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup. Évidemment, c'est énormément d'argent, mais d'un autre côté, 2% du produit intérieur brut, on devrait quand même pouvoir mobiliser ça. C'est pas 40%. Quoi. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu encourageant dans ces chiffres qui sont colossaux. Et je voudrais dire que par rapport à ça, la gestion du problème de la pauvreté tel qu'il est énoncé par les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été avancés par les Nations Unies en l'an 2000, avec l'intention d'éradiquer la pauvreté d'ici 2015, ben en fait, ces objectifs sont plutôt moins chers. Ils sont là encore plus ou moins chiffrés, mais enfin, on est plutôt dans les centaines de millions et peut-être le 1000 milliards de dollars, pardon, les 500 millions de, non, les 500 milliards de dollars, pardon, et le milliard de dollars que dans les 2 milliards de dollars. En tout cas, j'appelle votre attention sur un problème qui est évident, c'est que il faut quand même qu'on arrive à mobiliser tout ce qu'il faut. Parce que personnellement, moi je ne me vois pas, en tant que citoyen, ayant à arbitrer entre une décision de devoir donner de l'argent pour le changement climatique en coupant l'argent qu'on doit donner pour essayer de réduire la pauvreté. Donc, si vous voulez, le calcul à long terme du réchauffement climatique, il faut gérer ce problème, c'est évident. Si cela se fait en faisant des morts, littéralement, dans les pays en développement et même dans nos propres pays, parce qu'on ne gère pas le problème de la pauvreté, c'est quand même pas bien. Et donc, il faut absolument gérer les deux à la fois. Et donc, il faut globaliser la question et l'attaquer de façon globale. Alors, il y a encore d'autres questions. Il faut mobiliser l'altruisme, encore une fois, et le réhabiliter pour encore une autre raison, c'est qu'il n'est pas du tout évident que nous disposions des mécanismes adéquats pour gérer ces problèmes. Alors, ça, c'est une vaste question de philosophie politique à l'échelle mondiale. Et je ne voudrais pas, évidemment, essayer même de la traiter. Je ne ferai que remarquer, ou vous faire remarquer, un certain nombre de choses. La première, c'est que, peut-être la plus importante pour moi, c'est que, à l'échelle du monde, la démocratie, si elle existe, ou si elle doit exister, ne fonctionne pas de la même manière que nos démocraties habituelles pour une raison très simple. C'est qu'ici, en France et ailleurs, nous votons à la majorité. Dans les organisations internationales, il faut le consensus. Il n'y a pas de vote majoritaire, il faut le consensus. Et donc cela nous amène à réfléchir à la manière dont on peut arriver au consensus. Et maintenant, je pense que j'avance l'argument qui va dans le sens d'une réhabilitation de l'altruisme. Comment imaginez-vous qu'on arrive à un consensus s'il n'y a pas d'équité, si les propositions ne sont pas équitables? C'est absolument impossible parce que, de bonne foi, bien entendu, les acteurs les plus défavorisés vont s'opposer à quelque chose qui n'est pas équitable. Ils peuvent probablement, peut-être, accepter des solutions qu'ils jugent équitables. Ils n'accepteront pas des solutions qui sont non équitables. Et cela m'amène à vous dire que l'échec ou le relatif échec des négociations sur le climat, et donc le relatif échec de Kyoto, c'est quand même quelque part ça. À partir du moment où les États-Unis particulièrement ont refusé de diminuer leur train de vie en disant non, il n'y a pas question qu'on diminue leur train de vie, nous sommes les plus gros pollueurs en termes de CO2, mais nous ne diminuerons pas notre train de vie. Comment imaginez-vous que les pays émergents comme l'Inde, la Chine bien entendu, le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres acceptent des solutions dans lesquelles on leur dit écoutez les petits loups, il faut quand même que vous passiez à la casserole,
tandis que nous, on continue à vivre comme on vivait avant. C'est simplement pas acceptable, et c'est effectivement, en gros, ce qui s'est passé. Bien entendu, je caricature, mais le point de la manière dont on parvient à créer du consensus est un point totalement capital pour régler les problèmes globaux. Et donc, il faut absolument prendre en compte la question de l'équité dans la distribution des biens et des maux publics mondiaux. Et le réchauffement climatique, c'est un mal public mondial. Et donc, il faut le prendre à bras-le-corps pour ce qu'il est en tant que mal public mondial. Il y a encore d'autres paramètres. Et l'un de ces paramètres, il est évident pour tout le monde aussi, il est sans doute plus évident pour ceux qui voyagent beaucoup et qui vont beaucoup en Asie, comme mon hôte ce soir et un peu moi-même, c'est que l'équilibre du monde est en train de basculer, mais à une vitesse que, personnellement, je ne soupçonnais pas il y a 10 ans. À vrai dire, quand on sait ce qu'est une courbe exponentielle, on ne devrait pas s'en étonner tellement. Mais voilà, quand l'exponentielle est vraiment en croissance forte, on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe en Chine, en Inde, au Brésil. Bon, l'équilibre du monde est en train de basculer. Il est en train de basculer sur le plan économique, il est en train de basculer sur le plan politique. Or, ça crée une crise en Occident, qui est une crise qui a été amplifiée par la crise financière de 2008, mais je voudrais insister sur le point que cette crise, à mon sens, est en partie une crise morale. C'est une crise morale parce que je prétends, comme d'autres, et je vous renvoie à quelques ouvrages d'économistes connus et de personnalités plus connues que moi, par exemple le dernier livre de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui vient de sortir il y a quelques mois, traduit en français, qui démontre que la crise financière est en partie une crise de moralité. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans le monde financier qui n'auraient pas dû se faire, qui continuent de se faire. Je ne vais pas élaborer là-dessus parce que je n'ai pas le temps et à peine les compétences, mais il est quand même surprenant, disons, qu'aux États-Unis particulièrement, et tout le monde s'en est quand même ému, les bonus des banquiers aient non seulement retrouvé leur niveau antérieur, mais les dépasser au moment où un tiers des Américains ont perdu leur maison. Enfin bon, il y a quand même quelque chose d'un peu excessif. Alors, je crois que pour revenir sur des questions qui nous concernent, nous, en France, je pense qu'on peut prendre quelques exemples, et je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux parce que c'est des exemples que je connais bien, parce que j'ai travaillé là-dessus, j'ai été impliqué, etc. Et donc, les deux exemples que je vais prendre, c'est premièrement l'application du principe de précaution lorsque ce principe de précaution est démesurément utilisé. Et deuxièmement, vous parlez rapidement de certains aspects, pas de tous, de la question des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Donc vous voyez que le biologiste repointe le nez. Alors, le principe de précaution. Il y a une dizaine d'années, avec une juriste éminente, nous avons remis un rapport au Premier ministre, c'est-à-dire Lionel Jospin à l'époque, sur la question du principe de précaution. Et nous avons analysé ses tenants, ses aboutissants. Puis ensuite, pour me libérer un peu du carcan officiel, j'ai produit un petit livre où je me sentais un petit peu plus libre de m'exprimer sur la question du principe de précaution. C'est quoi ? Le principe de précaution, c'est très interpellant pour un scientifique parce que ça dit que, en l'absence de preuves scientifiques, il faut quand même prendre des mesures, et des mesures proportionnées de façon à faire face à des dangers pour lesquels il n'y a pas de preuves scientifiques, etc. Bon. Et donc, ça met le scientifique face à un dilemme, c'est que, évidemment, nous sommes avides de preuves. Et là, on nous demande de raisonner, et on demande au public de raisonner en probabilité, par anticipation. Alors, en termes simples, ça s'appelle faire preuve de prudence, et tout le monde est d'accord avec ça. Sauf qu'il faut quand même arriver à définir à peu près où sont les bornes. Alors, évidemment, ce principe de précaution, vous en avez sûrement entendu parler, il est utilisé dans un certain nombre de cas. Il a en fait été inventé à propos de l'environnement. Et le cas typique, c'était, je sais pas, une industrie relargue du mercure dans un fleuve.
Il n'y a pas de preuve que le mercure va vraiment tuer les poissons, je ne sais pas quoi, et faire du mal. On peut se dire quand même c'est pas bien, hein, et donc si on peut l'éviter, vaut mieux l'éviter, donc on l'évite, et donc voilà, on demande à l'usine de ne plus déverser de mercure. Bon. Donc ça se comprend, ça va comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de preuve scientifique que, mais enfin on prend des actions. D'accord. Alors ensuite, ça a disséminé très rapidement, surtout en France, au domaine de la santé. Et la conjonction était avec l'affaire du sang contaminé, qui a été une affaire absolument désastreuse. Vous en souvenez peut-être, donc de contamination de la transfusion par le virus du sida. Et bien entendu, le virus du sida, il a été découvert à l'Institut Pasteur en 1983, et ça a valu le prix Nobel à mes deux collègues Françoise Barré-Senoussi et Luc Montagnier. Mais c'est vrai qu'en 1985, ce n'était pas facile d'évaluer exactement ce que le virus du sida faisait, etc. Incidemment, à l'époque, on était, scientifiquement d'ailleurs, dans une pensée différente, puisque il y avait également un problème de transfusion avec l'hépatite B, un autre virus, et en fait, on pensait que les gens qui étaient infectés, quand ils étaient séropositifs, ils étaient protégés. Parce que quand vous vaccinez d'habitude, ça fait des anticorps. Et donc, quand vous avez des anticorps, normalement, vous êtes protégé. Et dans le cas du sida, ça voulait dire le contraire. C'est que, un, vous n'étiez pas protégé. Deux, vous étiez malade et en risque de mort. Donc, il a fallu du temps pour que les connaissances et les consciences s'adaptent à cette situation. Et il s'est produit ce qui s'est produit. Et donc, il y a eu le scandale du sang contaminé, avec la question, est-ce que le principe de précaution aurait pu éviter cet événement sanitaire absolument désastreux? Alors, il ne fait aucun doute que l'exercice du principe de précaution a de bons aspects. C'est un bel exercice de politique en termes de prudence et d'anticipation, qui incidemment amène à réellement réfléchir l'innovation et l'impact de l'innovation, qui amène aussi à penser dans le long terme, ce qu'on fait de moins en moins de nos jours, avec des systèmes politiques qui raccourcissent le temps, donc il y a beaucoup de positivité là-dedans. Et ce que nous avions conclu avec Mme Vinet dans ce rapport, c'est que la manière de gérer ça était de faire du principe de précaution quelque chose de procédural, une espèce de contrôle de qualité introduit dans les politiques publiques de façon à limiter les risques d'erreur. Tout en reconnaissant qu'on ne peut pas, il n'y a pas de risque nul et qu'on ne peut pas éliminer toutes les erreurs. Et que donc, il fallait bien cadrer ça. Donc, ça, c'est le bon côté du principe de précaution. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout commode à utiliser, et que notamment, si on veut l'utiliser pour dire toute innovation est dangereuse et il faut arrêter l'innovation, on peut le faire. Et donc, il y a eu d'ailleurs des poussées idéologiques dans cette direction, que nous avons tâché de réfuter, mais bon, évidemment, l'attitude orthogonale à celle-là, le contraire, c'est de dire non, c'est un principe d'action. Donc quand tu es dans le doute, au lieu de t'abstenir, non, tu agis de telle sorte que tu calibres le doute et pour agir au mieux. Donc c'est surtout ne rien faire, c'est vraiment de mesurer l'action et de prévoir l'action pour aller au-delà. En plus, si vous voulez, comme c'est extraordinairement complexe à appliquer, ce principe de précaution peut donner lieu à de nombreuses dérives parce que dans toute procédure complexe, la probabilité d'avoir des incertitudes, du flou, des erreurs qui sont attaquables juridiquement est évidemment de plus en plus élevée et c'est ce qu'on a observé dans un certain nombre de cas. Bon. Donc, un principe de précaution qui est difficile d'emploi. Mais il y a un mauvais usage à faire du principe de précaution et j'en arrive à ce que je voulais dire. D'un côté, c'est le gel de l'innovation. Donc on a entendu des gens dire « Oh là là, il faut arrêter, la technique nous domine. » Bon, ok. Ça, c'est à peu près terminé. Mais il reste encore quelque chose, c'est de dire « Mais c'est un principe universel, il faut l'appliquer partout et de la même manière. » Alors, je vais vous donner un exemple pour vous dire qu'il faut faire vraiment attention à ça parce qu'il y a un renversement d'attitude à opérer à ce propos parce que ça peut conduire à des événements désastreux.
Et l'approche que je vais suivre est de vous dire que quand vous faites une approche de précaution, donc vous êtes devant une innovation par exemple, et il y a quelques risques qui sont associés, il faut évidemment aller évaluer les bénéfices et les risques. Hein. Il y a des risques, il y a des bénéfices, il faut les évaluer. Puis ensuite, il faut quand même mettre des coûts derrière, parce que n'importe quel particulier, mais surtout n'importe quelle puissance publique, ne peut pas se permettre de dépenser des sommes folles. Il faut arbitrer quelque part. Hein. Et donc, si vous dépensez l'argent public d'une certaine manière, il n'ira pas ailleurs. Donc, il faut bien arbitrer. Donc, il faut rentrer dans toute cette logique qui, en fait, revient à dire que l'analyse est forcément contextuelle, c'est-à-dire qu'elle dépend du contexte et qu'elle ne peut pas être réellement universelle. C'est une faute de logique même de penser qu'elle peut être universelle. Or, l'exemple suivant va vous montrer que de temps en temps, on en fait un petit peu trop. D'où ce titre d'ailleurs que j'avais utilisé dans un article, Le luxe de la précaution, bienfait mondial ou crime contre l'humanité, et je vais vous montrer un exemple qui fait que on peut penser de temps en temps au crime contre l'humanité. Pourquoi ? Alors, je vais évoquer la question qui nous ramène toujours à la question de la pauvreté, qui est celle des maladies négligées. Dans les pays en développement, dans les pays pauvres, disons, vous avez des tas de maladies qui ne sont pas soignées. De temps en temps, il n'y a pas les médicaments qu'il faut, ni les vaccins. De temps en temps, les médicaments existent, ils sont trop chers, parce qu'ils sont produits dans les pays riches, et donc on ne peut pas les acheter. Bon. Et donc ces maladies négligées sont des maladies qui ne sont pas traitées. Ça peut prendre des aspects extraordinaires. Vous avez des maladies, la maladie de Chagas. Bon, ça sévit dans quelques zones du Brésil et ça touche quand même quelques dizaines ou centaines de millions de personnes. Bon. Même le paludisme était une maladie négligée jusqu'à une époque relativement récente. Vous avez des filarioses, des maladies à parasites qui sont négligées. Et donc, par exemple, des amis, enfin des collègues et amis de Médecins sans frontières étaient venus me voir une fois en me disant « mais il y a un problème. Nous utilisons des médicaments tellement vieux avec des doses telles qu'on sait qu'on tue 5% ou 10% des gens qu'on traite. » Il dit « comme médecin, on ne peut plus faire ça, c'est pas possible, on est écartelé, c'est pas possible, il faut de nouveaux médicaments. » Or, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux médicaments ? Parce que les gens ne peuvent pas les payer. Bon. Pourquoi ils ne peuvent pas les payer ? Parce que sachez qu'aujourd'hui, pour développer une nouvelle molécule, il faut à peu près 2 milliards d'euros. Bon, 2 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, et donc il faut un gros marché par derrière pour couvrir les 2 milliards d'euros, sinon personne ne va le faire. Et 2 milliards d'euros, c'est même pas à la mesure des plus... Enfin, c'est à peine à la mesure de la fondation Gates, Bill Gates, comme je le dirai plus en détail tout à l'heure, ayant donné 30 milliards de sa fortune pour... notamment faire de la vaccination. Donc, le problème des maladies négligées est tout à fait sérieux. Alors voici un virus. C'est une représentation d'un virus, c'est n'importe quel virus, ça pourrait être le virus du sida, ça pourrait être le virus de la grippe. Bon. Et il se trouve que moi, je vais vous parler d'un autre virus qui s'appelle le rotavirus. Le rotavirus, il provoque des diarrhées. Alors les diarrhées, ce n'est pas très grave. Quand ça ne dégénère pas dans d'autres maladies. Et le premier vaccin contre le rotavirus a été élaboré aux États-Unis à la fin des années 90 par une société qui s'appelle Wyeth. Et donc, le marché était lié aux hospitalisations beaucoup plus qu'aux morts. Alors, c'est toujours pénible, bien sûr, de dire que le problème n'est pas si grave parce qu'il n'y avait que 20 à 60 morts d'enfants par an, c'est évidemment beaucoup trop. Mais la valeur économique du vaccin, elle était dans les hospitalisations, parce que énormément de consultations, énormément d'hospitalisations, le vaccin avait une valeur économique, et donc ça valait le coup de dépenser 1 milliard d'euros, ou je ne sais pas quoi, pour développer le vaccin en question. Ok, le vaccin est mis sur le marché, et un an plus tard, comme tout vaccin qui est mis sur le marché, il est suivi par ce qu'on appelle les phases 4, c'est-à-dire que on rapporte tous les événements qui sont possiblement indésirables et possiblement liés à la vaccination. Donc ça se fait et on a l'impression un an après qu'il y a un petit surplus d'effets indésirables
sous forme d'une invagination intestinale qui s'appelle l'intussusception, avec un nombre qui semblait plus élevé que dans la population témoin, donc la population non vaccinée. Du coup, et surtout aux États-Unis, avec un système qui est très fortement judiciarisé, comme vous le savez, le vaccin est retiré du marché. Alors, à partir de ça, la situation devient doublement et tristement ironique. Le premier élément d'ironie, c'est que les études subséquentes faites l'année d'après ont démontré que l'excès d'effets indésirables était probablement une fluctuation statistique qui n'a pas été retrouvée les années d'après. Donc en gros, le vaccin a été retiré à tort. Bon, ok, il a été retiré à tort, donc la boîte a perdu X millions, etc. Mais le vaccin a été... Mais le point le plus intéressant, si je peux dire, c'est que le vaccin n'a pas été redéveloppé pour d'autres usages. Et maintenant, je vous montre les chiffres. Le vaccin donc a été retiré à tort, et la question s'est posée de le développer pour les pays du Sud. Dans lesquels pays du Sud, le rotavirus fait 600 000 morts d'enfants par an. Et la réponse des autorités de santé a été molle, mais en gros, ça a été non, il ne faut pas bouger. Ce qui n'est pas bon pour les petits Américains ne saurait pas être bon pour les petits Africains. Et ce seul principe a probablement tué plusieurs millions d'enfants. Parce qu'il a fallu redévelopper un vaccin à partir de zéro, ça a pris du temps, il a été introduit en 2006, et donc il y a eu un trou de 5 à 6 ans dans l'utilisation du vaccin. Je devrais dire qu'il aurait fallu redévelopper le vaccin pour un usage spécifique, ça aurait pris un petit peu de temps. Mais en gros, combien de morts à cause d'une conception universelle du principe de précaution? Voilà le point que je voulais souligner en prenant cet exemple. Et où se trouve l'altruisme alors que pour un raisonnement qui est idéologique, on prend une décision, ou on s'abstient de prendre une décision qui s'avère désastreuse en termes de santé publique dans d'autres pays, et notamment dans les pays pauvres. Je vais maintenant vous parler un petit peu des OGM et sous un angle un peu particulier. Alors les organismes génétiquement modifiés, c'est extrêmement polémique dans notre pays. C'est un opprobre, en gros, assez partagé, ou une suspicion qui est jetée sur les organismes, les plantes génétiquement modifiées. Alors, la plus connue, c'est le maïs résistant à certains herbicides. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'en gros, dans notre pays, comme d'ailleurs en Europe, il y a à peu près plus de recherche scientifique. Ce qui est remarquable quand même, c'est que les faucheurs, puisqu'ils se baptisent ainsi, opèrent et continuent d'opérer hors la loi. Il y a quelques mois, des vignes transgéniques près de Strasbourg ont été fauchées. C'était de l'expérimentation parfaitement dans les clous. La population, tout le monde avait été informé, tout avait été fait parfaitement, toutes les autorisations étaient en place. Et les faucheurs ont bousillé cette expérimentation, et je pense qu'il est juste de dire que certains partis écologistes, en tout cas, certaines ONG, sont farouchement hostiles aux OGM. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas le cas ailleurs. C'est-à-dire qu'en Chine, les OGM sont acceptés, aux États-Unis, pardon, les OGM sont acceptés. Ils sont, comme je vais vous le montrer, dans la filière alimentaire depuis longtemps. Et en Chine, vous avez des 1000 essais ou 1500 essais en champ d'OGM nouveaux pour rechercher des plantes mieux adaptées aux conditions hydriques, etc., etc. Alors, pour moi, ça pose beaucoup de questions. La première, c'est est-ce qu'il y a vraiment des risques pour la santé et l'environnement, puisque c'est l'argument qu'on entend. Bon. Alors, pour la santé, la réponse, elle est assez simple. Depuis 10 ou 12 ans, 300 millions d'Américains mangent des OGM tous les jours. Alors, accident rapporté, 0. Dans le même temps, il doit y avoir 6 à 7 000 morts d'intoxication alimentaire par an aux États-Unis. Alors, qu'on me dise que les OGM sont dangereux, j'avoue que maintenant, j'ai des doutes. S'il y a une expérience scientifique qui devrait établir ça, c'est quand même une expérience en temps réel sur une grande population. Donc, l'argument du danger pour la santé, à mon avis, ne tient pas. Alors quand je dis ça, certains me disent « oui, mais ils sont obèses ».
on n'est quand même pas dans les mêmes catégories, ce n'est pas le sujet. Donc, si vous voulez, le problème du risque pour la santé, il est inexistant pour autant qu'on puisse le dire aujourd'hui. Pour l'environnement, vous avez un rapport de l'Académie des sciences américaine qui démontre que les OGM sont bénéfiques pour l'environnement parce qu'ils diminuent le volume des pesticides qui est envoyé, etc., etc. Alors, si vous voulez, ce que ça me pose comme problème, c'est effectivement qui dit la vérité là maintenant, à qui on fait confiance. Moi, j'ai du mal à penser que mes collègues de l'Académie des sciences des États-Unis sont tous des pourris vendus à l'industrie de Monsanto. Donc, moi, je les crois. Néanmoins, le discours des experts qui sont vendus à l'industrie continue à percoler dans beaucoup de sphères. Et je suis également gêné par le fait qu'il y a derrière une critique sous-jacente du système démocratique qui est censé être incapable de maîtriser la technique, en l'occurrence celle des OGM, puisque des individus s'estiment légitimes pour détruire ce que la démocratie a autorisé, puisque les essais dont j'ai parlé étaient autorisés par la loi. Donc, je vous le dis très, très, très sincèrement, j'ai un gros problème de ce point de vue-là. Et ce gros problème se répercute en matière de contradiction écologique parce qu'on sait très bien que pour gérer les dépollutions, pour faire des bactéries dépolluantes, pour faire des bactéries productrices d'hydrogène, ce seront des OGM. Ne vous faites aucune illusion, on ne peut pas les faire autrement. Et les OGM sont des systèmes vivants qui sont pensés, construits, connus, si vous voulez. Et donc, à la limite, on connaît beaucoup mieux les risques de ce qu'on fait avec précision que de ce qu'on fait au hasard, ce qui était la technique de sélection des micro-organismes pendant très longtemps. Et puis, ce qui me gêne encore plus, et c'est là-dessus que je voulais vraiment arriver, c'est que l'espèce de terrorisme appliqué aux OGM, en disant c'est dangereux, il ne faut pas en faire, c'est impossible, etc., est exporté maintenant aux pays en développement au point de jeter l'opprobre sur ce qui vous est montré là. Ce qui vous est montré là, c'est ce qu'on appelle le riz doré, c'est-à-dire un riz transgénique dans lequel la vitamine A est synthétisée dans les grains au lieu d'être synthétisée dans les feuilles. Bon. Pour arriver à faire ça, ça ne peut pas se faire au hasard. Il faut vraiment disséquer les systèmes, le faire, etc., etc. Donc c'est un OGM. OK. Maintenant, vous avez plusieurs centaines de millions de personnes qui souffrent d'un déficit en vitamine A. Bon. Pourquoi jeter l'opprobre sur un riz riche en vitamine A au motif que c'est un OGM? Je ne le comprends pas. Et la question suivante, c'est, vous avez 1 milliard d'hommes qui ont faim. 2,5 milliards à venir d'ici 2050. A-t-on le droit, même si ce n'est pas la solution, a-t-on le droit d'ignorer la moindre chance de résoudre le problème? Et l'autre question, c'est, mais de quel droit décide-t-on pour les autres? Si en France, nous décidons démocratiquement que nous voulons une filière OGM avec, etc., ok, très bien. De quel droit allons-nous imposer à des pays d'Afrique, imposer moralement, de se priver d'OGM au motif que nous pensons que ce n'est pas acceptable? Je trouve qu'il y a une contradiction majeure et j'en tire un autre argument pour dire où est l'altruisme? Si nous pensons à l'autre, si nous pensons aux autres, en quoi sommes-nous légitimes pour décider à leur place? Et je pense que cet argument pour moi est très important. J'en reviens toujours à la question de pourquoi il faut réhabiliter l'altruisme. Et j'en arrive à un point qui est pour moi tout à fait critique, qui est ce suivant, c'est que la générosité ne suffit pas. Alors, je vais vous expliquer un peu plus ensuite en quoi la générosité est différente, distincte de l'altruisme. La générosité est énorme dans le monde. C'est merveilleux. Bon. C'est merveilleux parce que vous avez énormément d'actions qui sont dirigées pour aider les autres. Vous savez qu'en France, le régime des associations 1901 est un régime qui est très favorable. Il y a presque 1 million d'associations 1901. Toutes ne sont pas évidemment destinées à diriger pour traiter la pauvreté. Vous avez des associations 1901 qui gèrent le club de sport, bon, etc., etc.
Mais vous avez énormément de générosité dans les systèmes, en France comme ailleurs. Vous avez 40 000 ONG internationales qui ont une vocation internationale, et vous avez des millions d'ONG nationales. J'ai trouvé un chiffre qui m'a énormément surpris récemment. Il y aurait en Inde 3,3 millions d'ONG, plus que d'écoles, ce qui est assez intéressant. Mais enfin bon. Et puis vous avez également comme preuve de cette générosité de très grands mécènes comme Bill Gates, donc, qui a fait don d'une très grande partie de sa fortune pour des objets philanthropiques. Et donc, cela pose maintenant la question de dire, bon, ben, en quoi est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Je vais vous montrer un certain nombre de données qui vont vous illustrer le fait que ça ne marche pas, mais elles vont venir à la fin de mon exposé. Donc, la question que je veux poser maintenant, c'est celle des rapports entre la générosité et l'altruisme. Et j'en arrive au côté un peu théorique de ce qui est exposé dans mon livre, Le temps de l'altruisme, donc, qui vous a été présenté. Et je vais aller assez rapidement là-dessus, mais je pense que l'argument théorique est important. Moi, je pense que la première des choses, c'est de voir la réalité en face. Alors, ça a l'air bête, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si évident que ça. En plus, philosophiquement, ça amène à questionner qu'est-ce que c'est que la réalité, ce qui est le problème qui a agité les philosophes depuis que l'homme est homme. Mais quand même, si vous voulez, je voudrais insister sur un point, c'est que la raison, le raisonnement, et pas seulement les sentiments, la raison nous aide à voir la réalité. Et je vais vous en donner deux exemples. La mécanique quantique. Alors certains d'entre vous se rappellent peut-être de ce qu'est la mécanique quantique parce qu'ils l'ont étudiée dans leurs études, dans leur cursus. La mécanique quantique, c'est absolument extraordinaire parce que mes collègues du Collège de France, qui sont experts en physique, me disent qu'après 100 ans de mécanique quantique, pour eux, c'est toujours pas intuitif. Ce sont des équations, et donc on suit la logique des équations, et ça marche. Bon. Mais pour eux, ce n'est pas vraiment intuitif. Alors moi, j'en déduis un peu naïvement que la raison pour laquelle ce n'est pas intuitif, c'est peut-être que, au fond, notre cerveau n'a pas été sélectionné pour voir certaines réalités. Après tout, on ne peut pas voir dans l'infrarouge, on a besoin d'instruments. Bon. On ne peut pas, il y a des tas de choses qu'on ne sent pas par les sens, hein, il y a des tas de choses qu'on ne perçoit pas par les sens. Et donc, il est fort possible qu'il y ait des segments de réalité qui soient accessibles par la logique et complètement inaccessibles par l'intuition. Mais la bonne nouvelle, c'est que la logique nous permet d'y accéder. Et la théorie quantique nous le montre, quelque part. Donc c'est un premier exemple. Alors, pour vous illustrer ça, j'ai sorti cette affiche qui dit « Wanted », c'est le chat de Schrödinger, dont vous savez que la théorie quantique prétend qu'il est à la fois vivant et mort, ce qui effectivement est contraire à l'intuition. Néanmoins, les mathématiques peuvent vous démontrer que le chat de Schrödinger, il devrait être vivant et mort simultanément. C'est évidemment une boutade, mais quand on vous dit, comme Alain Specht et d'autres, que la même particule, le même objet passe en même temps par deux trous différents, on a du mal à rendre ça intuitif. Et pourtant, les équations le disent, et pourtant ça marche. Bon. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère de la complexité, au niveau scientifique, mais dans beaucoup de domaines. Et la complexité, c'est quoi? C'est avant tout l'accumulation massive de données qui fait que les systèmes qui sont chargés de représenter ces données sont nécessairement complexes. Ce que je vais vous montrer là, c'est un des trucs avec lesquels je travaille de temps à autre. Ça, c'est une levure de bière. Et dans une levure de bière, vous avez 6000 gènes. Là, ça représente simplement 10% de ces gènes et les interactions que l'on a pour l'instant découvertes entre ces gènes. Bon. Inutile de vous dire que moi, j'y pige rien. J'ai besoin d'un modèle mathématique pour arriver à faire ça. Je suis absolument incapable de travailler avec ça. Mon intuition est morte. Là, il n'y a plus moyen de faire. Il me faut appliquer l'intuition, si j'en ai, à un modèle mathématique représentatif. Sinon, je n'y arrive pas. Et je mets ça en rapport avec ce qui, pour moi, est un tournant un petit peu historique, si vous voulez.
c'est le jour où le grand Kasparov, champion du monde d'échecs, a été battu par un ordinateur. Ça veut bien dire que, et ça date de 96 si je me souviens bien, ça veut bien dire qu'il y a un moment dans lequel le cerveau humain le mieux éduqué ou le mieux instruit est incapable de gérer aussi bien qu'une machine l'ensemble des combinaisons que. Donc il y a un moment où les choses s'arrêtent, les capacités humaines ont leurs limites et elles s'arrêtent. Donc la complexité est une autre forme de non-intuition. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avec ça, on arrive à travailler. Il faut utiliser les modèles, donc la logique. Et donc si on utilise la logique, on arrive à déborder ce qui serait inaccessible au niveau de la représentation immédiate par des systèmes qui permettent de le faire. Et donc ce que je prétends, c'est qu'au fond, ça s'applique à beaucoup de situations et qu'en fait, comme vous le savez bien, il n'y a pas de différence de logique entre l'analyse des objets dits ordinaires et l'analyse des objets scientifiques. Les objets scientifiques, la logique scientifique, si vous voulez, est tout à fait la même que la logique d'argumentation de tous les jours. Hein. Elle est simplement appuyée sur des méthodes de vérification, sur des trucs, il y a plus de méthodologie, mais la logique d'argumentation est exactement la même. Et donc j'en tire pour ma part cette extrapolation que l'approfondissement de la connaissance de notre monde ordinaire peut bénéficier de la logique de façon à explorer des champs qui nous seraient probablement inaccessibles par l'intuition immédiate. Alors en fait, ça va de soi, hein, c'est assez évident, et donc ça veut simplement dire que si je m'oblige à réfléchir à ce qu'est une baguette de pain, je vais découvrir plein de trucs qui étaient sortis de ma mémoire qui n'y arrivaient pas. Par exemple, je peux penser au boulanger et je peux penser au prix des céréales. Et du coup, je peux penser à l'équilibre du prix des céréales en fonction des marchés dans les pays en développement. Et donc, si vous voulez, ce que je dis ici est finalement très très simple, c'est que s'obliger à réfléchir de cette façon-là, ce qui est une sorte d'hygiène intellectuelle sans plus, est une manière d'élargir son regard. Et lorsqu'on élargit son regard, généralement, enfin ou souvent, on va inclure l'autre dans son regard. En ce sens que si je prends la baguette de pain et si je suis amené à réfléchir au boulanger, effectivement, j'introduis une dimension humaine dans la baguette de pain que je n'avais pas forcément en tête quand j'ai commencé à prendre la question. Ceci pour dire donc que l'exploration logique amène, est favorable, c'est un pas vers l'altruisme. Voilà, c'est un élément de ce raisonnement. Et je m'emprête de vous dire que la raison n'a pas vocation à tout nous dire. Ce n'est pas le sujet. Nos sentiments, nos passions sont évidemment essentiels. Ils sont essentiels à la fois dans la perception du monde, mais ils sont également essentiels dans la motivation de nos actions. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que la raison qui compte, c'est pas ça. Je dis que la raison peut nous apporter quelque chose et que, ce faisant, elle nous fait faire un pas en direction de l'altruisme. Je vais maintenant faire référence à ce grand économiste et philosophe qu'est Amartya Sen pour vous parler de la notion de liberté, parce que c'est un point qui est totalement essentiel dans cette logique. La notion de liberté, vous pouvez la voir de deux manières. La première, c'est de dire, oui, la liberté, c'est un grand principe général, on est tous d'accord avec ça. Le deuxième, c'est de dire, oui, et là je reprends Amartya Sen, c'est de dire, oui, la liberté, c'est très bien, mais enfin, en pratique, ça veut dire quoi? Je suis un homme libre et je n'ai pas un centime d'euro pour m'acheter du pain. Est-ce que je suis libre? La réponse d'Amartya Sen est non, je ne suis pas tout à fait libre quand même. Il faut bien que j'ai la liberté pratique d'acheter du pain. Et donc, c'est ce qu'Amartya Sen appelle les libertés individuelles, donc les libertés efficaces et effectives de l'individu, qu'il appelle aussi dans ses ouvrages les capabilités. Et donc, ces libertés individuelles, quand on réfléchit à cette idée, qui est toute simple, mais je crois très importante, elles sont évidemment variables d'un individu à l'autre. C'est clair que nous, dans cette salle, en moyenne, nous n'avons pas les mêmes libertés individuelles qu'un Africain dans un camp de réfugiés au fin fond de l'Afrique.
Et deuxièmement, elles sont également construites par rapport à celles des autres. Comme vous le savez, le dicton veut que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc elle est bornée par celle des autres, ce qui est juste. Mais d'un autre côté, l'argument qui vient à partir d'un raisonnement sur les libertés individuelles, il est que nos libertés sont également construites grâce à celles des autres, pour l'excellente raison toute bête que si je peux m'acheter du pain, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de boulanger, je ne peux pas acheter du pain. Donc nous sommes dépendants, et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, évidemment, nous sommes dépendants et interdépendants. Et s'il y a un grand mérite intellectuel à la globalisation dont tout le monde parle, c'est bien de nous faire prendre conscience que nous sommes réellement interdépendants et sans doute de plus en plus interdépendants. Donc, ces libertés individuelles, elles ont cette double caractéristique, donc d'être variables d'un individu à l'autre, à l'évidence, ça dépend de son histoire, de ses acquis, de tas de choses, et d'être construites grâce à celles des autres. Et si maintenant, et mon raisonnement théorique n'ira pas beaucoup plus loin que ça, mais il est important, si maintenant vous admettez avec moi qu'à tout droit doit correspondre un devoir, vous vous dites, mais alors, quel devoir faut-il associer à ces fameuses libertés individuelles? Et la réponse devient évidente, le devoir est un devoir d'altruisme. À partir du moment où je suis interdépendant, évidemment, si mes libertés individuelles m'imposent un devoir, ce devoir est de penser aux libertés individuelles de l'autre, c'est donc un devoir d'altruisme. Donc, voilà ce que je voulais résumer dans ce cliché. C'était de vous dire que si la liberté est, comme nous le pensons tous, j'imagine, un droit absolument fondamental et auquel nous sommes fondamentalement attachés, si la liberté est un droit fondamental, alors l'altruisme est un devoir fondamental. C'est le pendant nécessaire de la liberté. À partir de quoi, bien entendu, c'est un devoir rationnel, et cela nous permet maintenant de raisonner la question de la générosité par rapport à la question de l'altruisme. Je précise que si vous regardez les dictionnaires, si vous regardez les ouvrages savants, vous trouverez que l'altruisme a beaucoup de définitions. Il y en a au moins une douzaine. Bon. Et donc, la définition que je donne est tout à fait particulière. Et l'un des problèmes d'ailleurs que je vous signale, c'est qu'il faut vraiment utiliser l'altruisme en ce sens, sinon il y a des contresens possibles par rapport à ce que je vous indique. Donc, l'altruisme est le devoir rationnel associé à la liberté, le devoir d'altruisme étant associé aux libertés individuelles et étant quelque part proportionnel à ces dernières. Il est clair que si j'ai beaucoup plus de capacité de liberté individuelle qu'un autre, j'ai beaucoup plus de capacité d'action et probablement je peux considérer que j'ai peut-être plus de devoirs qu'un autre. Bon. Mais j'en viens maintenant à la question de la liberté, de l'altruisme et de la générosité. La générosité, telle qu'elle est habituellement pratiquée, et là encore il y a beaucoup de définitions, mais telle qu'elle est habituellement pratiquée, c'est une liberté. Nous sommes libres d'être généreux ou pas. Je suis libre de donner une certaine somme à une association qui défend l'insertion des chômeurs. Je suis doublement libre. Je suis libre de donner ou de ne pas donner, et je suis libre de choisir l'affectation. Donc je suis dans l'espace de liberté, alors que l'altruisme est dans l'espace des devoirs. Donc nous ne sommes pas dans les mêmes catégories, et les deux sont complémentaires, et les deux doivent être pris en considération. C'est ça le message que vous avez dans ce livre, qui essentiellement insiste très très fort sur ce point. Il insiste sur ce point, et je vais revenir maintenant aux données que je vous avais annoncées. Il insiste sur ce point parce que la générosité ne suffit pas. Et je pense qu'il faut prendre cette réalité à bras-le-corps et se dire que la générosité n'a pas suffi jusqu'à présent et ne peut pas suffire,
Il faut donc la compléter avec quelque chose qui est de l'ordre des devoirs, et ce quelque chose est l'altruisme. Alors, je vais vous dire d'abord que ce que j'énonce ici n'a rien non plus de très neuf. C'est une formulation peut-être un peu nouvelle de quelque chose de très ancien. Et au XIXe siècle, il y avait des morales, des manuels de morale civique qui, en gros, disaient ça. Hein. Simplement, nos manuels d'éducation civique se sont un petit peu appauvris aujourd'hui, mais fondamentalement, on disait quand même plus ou moins la même chose. Bon. Alors, il faut donc donner sa place à la générosité. Reconnaître donc qu'au plan national comme au niveau international, la générosité n'a pas suffi. La preuve, elle est où? La preuve, c'est que dans le pays le plus libéral qui soit, les États-Unis, vous avez officiellement 15% de pauvres, ce qui est colossal. Et vous savez bien avec quelle difficulté Obama a réussi à faire passer une réforme qui donne une couverture sociale à 38 millions d'Américains sur les 60 qui n'en ont aucune. Il en reste donc 22 qui n'en ont pas. Bon. Donc, si vous voulez, la générosité de Bill Gates, etc., c'est très important. N'empêche que 15% de pauvres, le problème, on ne peut pas dire, à mes yeux, que le problème soit résolu. Donc il faut d'autres mécanismes, et ces autres mécanismes, je les pense fondés sur l'altruisme. La pauvreté en France reste un problème. Quand on regarde les statistiques, la pauvreté reste significative en France, nous le savons tous. Ceci étant, elle n'est pas de même nature qu'aux États-Unis, puisque nos systèmes de couverture sociale sont nettement plus supérieurs que ceux qui sont aux États-Unis. Maintenant, en ce qui concerne l'aide aux pays en développement, c'est la même chose. La faim, comme je vous l'ai dit, n'a pas diminué. Bon. La FAO se désespère. C'était 900 millions de personnes il y a 10 ans, c'est 880 maintenant. On ne peut pas dire que le problème soit réglé. Les objectifs du millénaire pour le développement, c'était en 2000, éradiquer la pauvreté. Bon. 10 ans plus tard, Ben Ki-moon a annoncé qu'on n'y arriverait pas. Il a réduit les objectifs à 2 et ça devait être terminé en 2015. Donc on n'y arrive pas. Les antirétroviraux contre le sida, il y a seulement une partie de la population africaine qui en bénéficie aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de ressources pour entraîner des ressources qui sont fondamentalement des ressources généreuses, pour entraîner une véritable résolution complète du problème. Et donc, j'en profite pour vous dire que donc, dans tous les secteurs, si vous voulez, on voit que la générosité laisse des trous. Et je pourrais élaborer un peu plus là-dessus, mais il est temps que j'approche de ma conclusion. Mais j'en profite pour indiquer qu'en plus, il faut faire attention à ce qui pour moi est tout à fait important en termes de philosophie politique, c'est-à-dire que la générosité ne peut pas servir d'alibi à une dérégulation complète du capitalisme, parce que dans les faits, ça ne suffit pas. Et je citerai Bill Gates, l'homme qui a fait la plus grande donation de l'histoire pour l'instant en matière de générosité. Et Bill Gates, il y a quelques mois, a émis une déclaration qui a surpris beaucoup de monde. Il a appelé le gouvernement des États-Unis à augmenter les impôts des riches. Et donc je pense que c'est une reconnaissance par l'homme le plus généreux, si on peut dire, du monde, que sa générosité ne suffit pas. Il faut trouver d'autres mécanismes que la générosité pour complémenter la générosité. Alors effectivement, des mécanismes altruistes, il y en a. Par exemple, la taxe sur les billets d'avion, qui sert à alimenter un fonds pour la vaccination. Faut reconnaître qu'elle est assez indolore. On paie nos billets d'avion, hein. On va en classe touriste, en fait, on paie 1 euro de plus, personne ne s'en rend compte, tout le monde a oublié, ça fait des millions d'euros qui partent pour vacciner des enfants dans les pays en développement. On parle de la taxe Tobin depuis 30 ans, ou je ne sais pas combien, une taxe sur les transactions financières. Il suffirait, sauf erreur, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais il suffirait de 0,01% sur les taxes, de taxes sur les transactions financières qui concernent, je crois, uniquement les échanges monétaires, hein,
pour arriver à récolter 90 milliards d'euros par an, alors que Bill Gates a donné 30 milliards dans sa fondation. Enfin, les ordres de grandeur sont colossaux. Donc, il y a des mécanismes possibles, mais ces mécanismes demandent une prise de conscience qui, pour moi, donc, est de l'ordre de l'altruisme. Et donc, j'en arrive à ma conclusion, après ces longs discours, pour dire qu'il y a une certaine urgence. L'urgence, c'est que, je reviens sur ces chiffres, sur ce problème humanitaire et sur ce problème dont j'ai dit également qui était politique. Faute de vaccins, faute d'hygiène, faute de tout ce que vous voulez, un enfant meurt toutes les 3 secondes alors qu'il pourrait être sauvé. Une mère toutes les minutes. Sont quand même des chiffres qui sont assez secouants. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi un problème politique. Comme je vous l'ai dit, le conflit avec la résolution du problème climatique est amorcé. On voit déjà que ceux qui ont pour charge de récolter les fonds, notamment dans la lutte contre le sida, commencent à avoir des problèmes. C'est lié à la crise financière qui appauvrit beaucoup d'États riches. C'est lié également au fait que les États commencent à investir, bien sûr, dans la question du réchauffement climatique. Et les poches de l'État, des États ne sont pas évidemment immensément profondes. Donc, je voulais vous montrer ça parce que je crois que ça illustre ce que je voulais dire. Voilà la courbe, les couleurs représentent, les codes représentent la mortalité infantile. Et donc là où c'est jaune clair, c'est là où il y en a le moins. Vous voyez en France, etc., au Canada. Vous voyez qu'aux États-Unis, le pays le plus riche du monde, la mortalité infantile est supérieure à celle de la France et du Canada. Et si l'on va maintenant à la mortalité des mères, à la naissance, on s'aperçoit que c'est pareil. Les pays en bleu sont ceux où la mortalité est inférieure à 10 pour 10 000 naissances. Et vous voyez que les États-Unis sont en vert, au même niveau que l'Amérique du Sud. Et donc, j'utilise ça encore une fois comme preuve pour vous dire que dans un pays libéral où la générosité joue un très grand rôle, elle n'est pas suffisante pour régler tous les problèmes et il faut vraiment penser à autre chose et penser autrement. Alors, ce sera mon dernier cliché. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est changer notre boîte à outils intellectuelle. Il faut vraiment y faire rentrer quelques considérations fondamentales. La première de toutes pour moi, comme je l'ai expliqué maintenant, c'est qu'il fait rentrer l'altruisme en tant qu'obligation individuelle avant qu'elle devienne collective. C'est-à-dire, je pense, c'est vraiment à chacun d'entre nous d'internaliser cette question et d'apporter des réponses. Et ensuite, bien sûr, de porter ces réponses au niveau de la puissance publique par les mécanismes démocratiques. Et encore une fois, cet altruisme, il est dans le domaine de la raison et pas uniquement dans celui du sentiment, ce qui n'enlève absolument rien au sentiment, ni à la générosité, mais ce qui indique la nécessité de compléter l'un par l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Pawlowski. On va commencer le débat. Au fond, vous nous dites que l'altruisme est un impératif catégorique. On peut dire comme ça. C'est ça, c'est une nécessité au niveau de l'individu et progressivement au niveau de la société, mais il y a urgence. Mais il y a urgence, et cet impératif catégorique a une justification logique, rationnelle. Qui veut commencer par poser une question? Monsieur là-bas. Pardon. Je remarque que c'est toujours au fond que les questions sont posées. Bonjour, ça va bien? Ça marche. Vas-y, allez-y. Ça marche? Oui, ça marche. On a l'impression que ce concept d'altruisme, pour vous, est finalement une nouvelle religion pour le monde laïque et capitaliste, et notamment des pays les plus forts. Vous ne parlez pas du tout des religions, de l'altruisme que toutes les religions prônent. Donc ma question, est-ce que vous cherchez à créer une religion qui s'appelle l'altruisme? La réponse est sûrement pas, et je n'ai absolument pas vocation à être un prêtre ou un gourou. Je pense que non, c'est pas ça. Je pense qu'une nouvelle manière de raisonner peut apporter beaucoup de choses.
comment vous dire, en parlant d'altruisme, il n'y a pas de prescription de ce qui va en sortir. En d'autres termes, c'est plutôt dans l'ordre de la méthode et de la méthode de réflexion que dans les prescriptions. Donc, si vous voulez, quand je vous parle d'altruisme, ce que je pense, c'est qu'une meilleure méthode de réflexion va changer des choses, mais je ne vous dis pas lesquelles. J'ai quelques idées de mon propre fait, mais ce n'est pas ce que je vous dis. Donc, je ne suis pas du tout dans une démarche qui prescrit, je suis dans une démarche qui suggère une méthode qui, à mon sens, peut améliorer les choses. Donc, en ce sens, je refuse totalement d'être le père d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle secte. Une morale, mais pas une religion. Secte, oui. Ceci étant, dans les religions, il y a bien sûr, des indications ou des prescriptions altruistes, mais ça, c'est un débat dont il faudrait y prendre un peu de temps. Pardon. Que faut-il ou que faudrait-il faire pour éradiquer la corruption dans les pays pauvres? Alors, on peut l'éradiquer dans les pays pauvres, on peut l'éradiquer dans les pays riches, également parce que je crois qu'il y a plus de corruption dans les pays riches qu'on ne veut bien le dire. Et incidemment, la crise financière aux États-Unis a révélé des phénomènes de corruption assez importants. Allô ? Pardon. Oui, je disais qu'il faut éradiquer la corruption dans tous les pays, les pauvres comme les riches. Et que la crise financière aux États-Unis a quand même révélé des phénomènes de corruption qu'on n'attendait pas réellement. Madoff, etc. C'est assez curieux. Bon. Alors, ceci étant, dans les pays pauvres, je crois que ce qu'il faut faire, c'est enseigner, éduquer. La sortie de crises épouvantables dans lesquelles se trouvent les pays pauvres, la véritable sortie, c'est l'éducation. L'éducation est connue et notamment l'éducation des femmes, est connue pour avoir un impact considérable, notamment sur les naissances, ce qui est extrêmement important au point de vue démographique, et donc par contre-coup sur le plan de l'économie de ces pays. Vous avez des pays qui, avec un taux de natalité de 4 enfants par couple, courent après leur économie complètement. Et donc, le taux de natalité génère des taux de chômage qui sont totalement insupportables, si vous voulez. Bon. Et l'économie n'arrive pas à suivre. Donc, il est bien connu que l'éducation des femmes est le facteur le plus important pour résoudre ce problème. Et l'éducation au sens large est sans aucun doute ce qui conduit à permettre de contrôler les phénomènes, y compris les phénomènes de corruption. Donc, il n'y a pas de réponse de court terme. Le reste, c'est des rapports de pouvoir pour lesquels je n'ai pas d'opinion. Il n'y a pas de réponse de court terme, sauf d'augmenter le plus possible, le plus rapidement possible, le niveau d'éducation, avec la transmission des connaissances qui va avec. Ça, c'est un point qui, je crois, est très intéressant. Dites-vous que la transmission des connaissances par Internet, notamment, a révolutionné un certain nombre de situations. Par exemple, le démarrage de la recherche scientifique a été complètement révolutionné par la mise à disposition des données scientifiques gratuitement par Internet dans beaucoup de pays en développement. Et du coup, le niveau d'éducation est en train d'augmenter énormément. Donc voilà, ma réponse n'est peut-être pas totalement satisfaisante, mais je crois que c'est le facteur majeur et qu'il n'y a pas de solution de court terme. Madame. Oui, vous avez essentiellement abordé la générosité versus l'altruisme, mais il y a un angle de vue sur lequel j'aimerais peut-être que vous parliez, qui est en fait les forces opposées à l'altruisme. Dans le cadre du système capitaliste dans lequel on vit. Moi, je pensais à plusieurs exemples. Vous avez cité Monsanto. Bon, pour les OGM, je n'ai pas forcément d'avis sur les OGM. Enfin, on dit par exemple que ce que fait Monsanto dans un certain nombre de pays en voie de développement, ça va aller contre les semences paysannes et la possibilité pour les paysans d'utiliser leurs propres semences. Donc c'est un problème. Il y a un autre cas qui est assez connu, c'est tout ce qu'a fait Nestlé dans un certain nombre de pays en voie de développement
contre l'allaitement maternel pour vendre du lait en poudre alors qu'on sait la qualité ou l'absence de qualité de l'eau dans ces pays-là. Il y a toute la question des médicaments génériques. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même énormément de forces opposées. Ce n'est pas simplement la question de l'insuffisance de la générosité, mais c'est aussi toutes les forces extrêmement puissantes qui sont liées au capitalisme et à la logique du capitalisme qui vont en fait contre le développement de l'altruisme. Très bien. Je vous donne totalement raison et je ne les nie pas ni ne les sous-estime. Donc ces forces existent, c'est évident. Mais quel est le meilleur rempart, une fois de plus, contre ces forces ? Une fois encore, c'est la diffusion de la connaissance et c'est l'éducation. Je connais évidemment beaucoup mieux le domaine de la santé que tout le reste, puisque c'est mon domaine d'expertise scientifique. Ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, une dizaine seulement, c'est un changement qui est lié au phénomène suivant. L'influence des normes occidentales est en train de baisser ou d'évoluer parce que ces pays se sont dotés maintenant, beaucoup d'entre eux, de comités d'éthique qui sont capables d'évaluer les normes sanitaires et de faire des recommandations à leur gouvernement qui, du coup, se sentent autorisés à prendre des positions distinctes de celles qui leur sont recommandées par les gouvernements occidentaux ou par des multinationales qui voudraient opérer de telle et telle et telle manière. Et si vous voulez, c'est pourquoi j'ai insisté aussi lourdement sur la question des postures trop universelles au lieu d'être contextuelles. Une posture universelle, c'est quand même quelque part un pouvoir qui est pris et qui dicte quelque chose aux autres. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas de morale universelle ou qu'il n'y ait pas des éléments de morale universelle, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec ce qu'on appelle des postures universelles. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est ce que je voulais dire avec les OGM notamment, je ne vois vraiment pas de raison d'avoir une position universaliste avec les OGM, qui d'ailleurs n'est pas vérifiée dans la réalité. Donc, ce que je crois, c'est que la diffusion des connaissances, encore une fois, élève le niveau de responsabilité et offre des remparts de plus en plus puissants contre ce genre de choses, et notamment par l'invasion des multinationales qui est réelle. Donc, je vous donne raison. Vas-y. Oui, bonsoir. Vous avez dit en réponse à une question que l'arme principale contre la corruption serait l'éducation, et surtout l'éducation dans les pays pauvres. Moi, je me demande et je vous demande si l'arme principale en faveur de l'altruisme ne serait pas l'éducation dans les pays riches. En effet, on lit que 2% de la population mondiale posséderait 80% des ressources, enfin des biens, disons. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais enfin, on peut penser quand même que c'est quelque chose dans ce genre-là. Les exemples de gens comme Bill Gates, Steve Jobs et autres, et le montant de leur fortune qui est connu, vont plutôt dans ce sens, de même que les chiffres d'affaires des multinationales, etc. Donc ma question est-ce que ce n'est pas surtout les pays riches qu'il faudrait, pour booster l'altruisme, éduquer un peu plus, notamment éduquer à la pauvreté? Parce que moi j'ai l'impression que les pays moyennement riches que nous sommes moyennement au courant de la misère du monde, que les pays vraiment pauvres, évidemment, ils la vivent au quotidien, donc ils en sont très au courant, mais je pense que par exemple, les citoyens américains, bien que je ne les connaisse pas très bien, me paraissent être un petit peu trop à l'abri de la misère. Je ne suis pas sûr qu'ils soient au courant vraiment, et peut-être que s'ils l'étaient plus, ils seraient plus altruistes. Qu'en pensez-vous? Merci. Là encore, je vous donne complètement raison. Okay. J'ai beaucoup parlé de l'éducation des pays pauvres. Je vous corrigerai juste sur un point, c'est que nous sommes presque aussi riches que les Américains en tant qu'individus. Nationalement, nous le sommes moins, mais notre niveau de vie n'est pas très différent de celui des Américains. Donc, mais qu'il faille éduquer à l'altruisme, c'est pour ça que j'ai montré ce manuel.
d'éducation civique qui date d'il y a un siècle à peu près, c'est que cette éducation a existé, je pense qu'il faut la remettre à jour. Hein. Je ne dis pas finalement beaucoup plus que ça, mais je suis d'accord avec vous. On va demander dans l'autre salle, il y a d'autres questions dans l'autre salle. Est-ce que quelqu'un dans l'autre salle veut bien poser sa question? Bonsoir, donc merci pour cet exposé. J'avais 2 remarques. En fait, la première a été abordée concernant les OGM. Donc effectivement, je crois que c'était quand même important de mettre en avant le fait que des solutions techniques comme les OGM, même s'ils peuvent être effectivement très intéressants, ils ont aussi des inconvénients liés au fait qu'il ne faut pas se leurrer. Les multinationales qui les mettent sur le marché, en tout cas la plupart d'entre elles, ont des objectifs qui sont purement économiques et qu'ils essayent effectivement d'écraser, me semble-t-il, donc tout un monde paysan en les empêchant de pouvoir réutiliser leur récolte, etc. Je crois que l'aspect des OGM peut-être aussi bloque un petit peu les gens parce que on apporte encore une solution technique à un problème. Il est vrai qu'on est dans un monde, en tout cas dans nos sociétés occidentales, où la plupart du temps on a cette facilité d'apporter des solutions ou d'essayer d'apporter des solutions techniques, l'informatique, la recherche, les OGM, etc. Alors que les solutions sont peut-être beaucoup plus simples que celles-ci. Peut-être des solutions humaines, vous le disiez au début de votre exposé, le fait de réutiliser ou d'utiliser ce qui existe déjà. Donc faut-il, pour, entre guillemets, sauver le monde, aller toujours plus loin dans la recherche? Mon intuition me dit qu'aujourd'hui, on a très probablement tous les outils nécessaires pour tous vivre, je dirais, correctement, mais peut-être en mettant tout simplement en avant, je dirais, la sobriété, l'humanisme et la générosité dont vous parliez. Bon, j'espère que ces mots ne sont pas trop vains et naïfs. Je voudrais juste terminer en disant par rapport à la générosité, vous avez qualifié Bill Gates d'homme le plus généreux du monde. Bon, j'imagine bien évidemment que c'était une expression, un peu un raccourci, mais peut-être que effectivement les 30 milliards de dollars que Bill Gates a généreusement donnés, tant mieux d'ailleurs, hein, c'est un très beau geste de sa part, ils seront peut-être pas grand-chose rapportés à sa fortune globale, et que proportionnellement, regardons finalement qu'est-ce qu'une personne généreuse. Quel est le pourcentage qu'on veut bien donner effectivement à des associations? Je pense que c'est plutôt cet aspect relatif, proportionnel, qui est intéressant en termes de générosité, plutôt que le quantitatif lui-même. Je vous remercie en tout cas pour votre exposé brillant. Merci. Bien. Je réponds quand même sur les 2 points. Je commence par le dernier. Pour autant que je sache, la fortune de Bill Gates était de 70 milliards de dollars. Pardon. Pour autant que je sache, la fortune de Bill Gates était de 70 milliards de dollars avant la crise. Et donc, 30 milliards, c'est quand même probablement les 2 tiers de sa fortune aujourd'hui. Donc, c'est pas négligeable. Et rien ne dit qu'il ne donnera pas plus. Donc, c'est pas négligeable. Je crois qu'il a effectivement été très généreux. Ceci étant, je ne sais pas si c'est le plus grand donateur de l'histoire. C'est le plus grand donateur de l'histoire contemporaine en volume, si vous voulez. Bon. Ceci étant, que cette générosité ne soit pas commensurable à la somme des générosités individuelles, c'est également tout à fait juste. Hein, et les générosités individuelles de moindre ampleur valent autant que celles de Bill Gates. Donc, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je reviens un instant sur la question des OGM. Les OGM sont devenus effectivement un enjeu de lutte et un symbole de la dominance des multinationales sur des individus qui ont du mal à leur faire face. Bon. Mais premièrement, si vous voulez, c'était vrai pour les semences avant. Hein, et les grands semenciers avaient la même emprise, même sans qu'il y ait d'OGM. Ils avaient la même emprise à partir du moment où les semences étaient des semences stériles, c'est-à-dire que les paysans ne pouvaient pas replanter leur récolte. Et ça, c'était déjà très répandu avant les OGM. Donc, deuxièmement, c'est le cas sur beaucoup de choses. Bon. Symboliquement, c'est fort dans le cas des OGM parce que ça touche à la nourriture, et donc un élément vital. Mais si vous voulez, ça existe dans plein d'autres domaines. Alors que ce soit devenu un symbole de lutte contre certaines pratiques, c'est très bien. Mais qu'on n'aille pas utiliser les arguments de sécurité là où ils n'existent pas, parce que ça n'est pas vrai. Et je pense qu'on n'a absolument rien à gagner
à se battre avec des arguments qui sont faux. Ça vous retombe toujours sur la tête d'une manière ou d'une autre. Et donc, on peut être, si vous voulez, en lutte contre le grand capitalisme, les grandes multinationales, et notamment lorsqu'elles attaquent des marchés qui sont des marchés de biens vitaux. De ce point de vue-là, on peut d'ailleurs comparer avec ce qui s'est produit dans le domaine pharmaceutique, où les grandes firmes pharmaceutiques se sont royalement plantées, comme on dit vulgairement, lorsqu'elles ont refusé de laisser la propriété intellectuelle pour que l'on fabrique à moindre coût des médicaments contre le sida. Bon. C'était finalement du même ordre. Elles cherchaient à tenir une situation de monopole sur des gens qui n'avaient pas les moyens de se débrouiller autrement. Donc, si vous voulez, le débat sur les OGM, la seule chose que je demande, c'est qu'il soit recadré dans sa vérité, c'est-à-dire plus large, et sur le problème du contrôle, encore une fois, de certaines productions par rapport à des gens qui n'ont pas les moyens ou beaucoup de difficultés à s'en abstraire. Le problème pharmaceutique, je vous donne un autre exemple qui est très intéressant. Les derniers anticancéreux, à cause du prix exorbitant de la recherche et du développement, pour des raisons que je n'ai pas le temps de discuter, certains des derniers traitements anticancéreux, c'est entre 60 000 et 100 000 euros par an et par tête de pipe. C'est colossal. Bon. Vous imaginez que même en France, bien sûr, notre sécurité sociale, elle souffle un peu. Bon. Mais vous imaginez la réaction qui était celle du Brésil il y a quelques années, à la suite de l'histoire des brevets sur les antirétroviraux. Le Brésil a immédiatement demandé d'alléger les règles sur les brevets des anticancéreux de la même manière, en disant il n'y a aucune raison que nos citoyens meurent du cancer parce que vous pratiquez des prix qui sont exorbitants et que nous ne pouvons pas payer. Donc le problème est général, et je pense qu'il faut mieux l'aborder sous un angle de vérité stricte que de le dissimuler derrière la bannière des OGM. Voilà. Monsieur, allez-y. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, monsieur, et merci pour votre conférence. On sait que le budget d'une seule journée des budgets militaires dans le monde résoudrait 1 an de pauvreté. Et on sait que finalement, la pauvreté est liée à la guerre. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus urgent de s'attaquer au budget militaire ? Ben, on peut essayer, mais il faut peut-être être militaire pour arriver à s'attaquer aux militaires. Donc, pour dire les choses autrement, on ne peut que vous donner raison quand on regarde les chiffres de la guerre d'Irak. 120 milliards de dollars, je crois, maintenant. Donc, effectivement, plus, non ? Oui. Et donc, si vous voulez, je pense qu'avec ça, on aurait pu remplir les objectifs du millénaire pour le développement. Donc oui, bien sûr. Ben, ceci étant, les problèmes de défense nationale, ils existent partout. Et tant qu'on n'a pas trouvé un équilibre mondial plus satisfaisant que celui d'aujourd'hui, je pense qu'on est quand même contraint à faire quelques dépenses militaires. Mais il y a des dépenses militaires nettement plus inutiles que d'autres, disons. Monsieur. Oui. En relation avec des questions précédentes, j'hésite encore à retenir une définition de l'altruisme. Est-ce que s'intéresser à l'autre pour lui-même serait de la générosité ? Est-ce que s'intéresser aux autres avec une réflexion dans l'intérêt d'un groupe, d'une collectivité ou de l'humanité serait de l'altruisme ? Par ailleurs, si l'altruisme consiste à s'intéresser aux autres pour le bien des autres, qui va définir ce bien ? Est-ce qu'il n'est pas défini suivant des normes occidentales du Nord et pas nécessairement du Sud ? Alors, vous reprenez certains des éléments que j'ai voulu expliquer, donc je reviens dessus et je les clarifie autant que je peux. Le premier, c'est que dans ma définition, l'altruisme est un devoir individuel qui est le pendant de la liberté dont nous jouissons, individuellement. Donc la question de qui élabore ce devoir d'altruisme, la réponse c'est vous et moi, c'est chacun. Il y a derrière cela quelque chose qui est important, c'est que bien sûr, dans n'importe quelle activité humaine, de réflexion humaine, la validation ne peut provenir que de la discussion.
Je crois que ce point est important, sinon on risque toutes les déviances de n'importe quelle idéologie. Si j'évalue mon devoir d'altruité de telle sorte que j'estime que je dois faire ça, si je le discute avec quelqu'un qui a sa propre idée, et si nous avons un échange, il est capable de me dire « je pense que tu pourrais faire mieux ou moins ou je ne sais pas quoi ». Après quoi, je reste libre de faire ce que je veux. Néanmoins, je pense que cette réflexion individuelle doit être confrontée à d'autres. Et encore une fois, c'est une définition de l'altruisme parmi 12. Donc c'est une définition très précise. Je vais vous dire, elle est tellement précise que je vais finir par lui donner un nom précis, autre qu'altruiste, de façon à ce qu'on ne se trompe pas. Mais, encore une fois, c'est une définition qui n'est pas prescriptive. C'est une attitude. À partir du moment où je pense à l'autre, à ce moment-là, et où l'autre pense et les autres font la même chose, je pense qu'à ce moment-là, le niveau de conscience collective finit par s'élever et parvenir à des décisions qui autrement ne seraient pas prises. C'est ça l'ensemble de cette démarche, qui peut être considérée comme trop ambitieuse ou trop peu ambitieuse, dans la mesure où elle ne dit pas ce qu'il faut faire avec ça, sauf que c'est une sorte de pari, si vous voulez, de pari de Pascal, si on veut le prendre comme ça, de dire si on fait ça, on arrivera à une meilleure conscience des réalités dans lesquelles les autres seront mieux traités qu'ils ne sont aujourd'hui. Philippe ? Alors, excusez-moi, justement, je vais rebondir sur votre conscience de la réalité. Merci pour votre conférence. Effectivement, si on retient la définition que vous proposez, et je l'ai entendu sous cette forme, un outil presque pédagogique, en ce qui me concerne par rapport au domaine où je peux intervenir. Justement, vous parliez de discussion, vous parliez d'éducation civique, de l'importance aussi des connaissances, du savoir et de l'éduquer. Et alors moi, la grande question que je me pose pour le vivre au quotidien, c'est réhabiliter l'altruisme. Votre exemple sur la baguette de pain, je l'ai trouvé sensationnel, je l'ai noté. Je vais la proposer dès demain, parce que ouvrir le regard, c'est ça aussi, justement, notamment auprès de jeunes adolescents en grande difficulté, en section d'enseignement général professionnel adapté. Pas si loin que ça, pour replacer le contexte, à Paris, dans le 13e arrondissement, dans un collège qui bouge beaucoup. Dans un collège où des jeunes ont beaucoup à dire. Et justement, la moralité, l'éducation civique, on en fait. On va jusqu'à faire de la philosophie avec eux, justement réfléchir à l'humain. Maintenant, moi, la grande question que je pose aussi, c'est comment réhabiliter l'altruisme. Il faudrait peut-être, et quels que soient les gouvernements, parce qu'à la date d'aujourd'hui, je n'entends plus de couleur politique, mais justement, la réhabilitation de l'altruisme, il faudrait peut-être leur redonner un petit cours, tel que vous avez pu le faire ce soir, et comme ont pu le faire aussi vos collègues et confrères sur ces 3 dernières séances, avec de grandes ouvertures sur différents domaines, même pour des gens comme moi qui ne savent pas ce que c'est que l'entreprise avec son économie. Une dernière petite chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est à l'autre session, nous avons entendu aussi qu'effectivement, chaque Français était, entre guillemets, très riche. C'est probable dans les chiffres. Maintenant, dans la réalité, il y a aussi quand même, et au quotidien, je la fréquente, une vraie pauvreté. Et la plus grande pauvreté vers laquelle nous allons, c'est celle effectivement de l'incapacité à éduquer et à développer des connaissances. Et quelle est votre question, mademoiselle ? Ma question, en fait, c'était la réhabiliter aussi donc auprès des gens comment faire auprès des gens qui sont censés nous montrer l'exemple pour parler de la moralité. Donc comment faire pour se faire entendre aussi haut ? Parce que là, effectivement, la moralité, l'éducation civique, mais faut-il des modèles aussi ? Donc comment faire ? Qui aurait des propositions ? Professeur Kulski. Moi, j'en ai une. C'est de parler dans le désert. Je plaisante à peine. Ce que je veux dire, c'est que peut-être, c'est peut-être pas du tout réaliste, mais enfin quand même, regardez les mouvements d'opinion vraiment profonds qui ont eu lieu et à une vitesse totalement inattendue. J'en prends un qui... Oui, je prends un mouvement qui n'est pas polémique. Il y a 10 ans, on parlait à peine d'écologie, au sens où on était prêt à agir pour l'écologie. Il y avait effectivement des écologistes qui parlaient dans le désert, oui, il y en avait un certain nombre. Ils avaient bien raison de parler dans le désert.
Aujourd'hui, on en est à faire des éoliennes, machiner, etc. Tout ça a été une vitesse incroyable. La prise de conscience collective a été finalement très très vite. Donc il se produit des mouvements d'opinion qui sont plus rapides que ce qu'on imagine et souvent peut-être plus fréquemment qu'on l'imagine. Un deuxième exemple est le suivant. Je peux vous dire très très franchement qu'il y a seulement 11 ou 12 ans, à la fin des années 90, personnellement, je n'imaginais pas qu'on arriverait à mobiliser autant d'argent pour la lutte contre le sida. Ça ne suffit pas, mais franchement, je n'imaginais pas qu'on y arriverait. Ça s'est produit comment? C'est très intéressant. Ça s'est produit petit à petit, et notamment, et surtout d'ailleurs à mon sens, par les scandales qui ont été faits par les associations de malades du sida. Ils ont fait de véritables scandales, d'abord nationalement, et ensuite ils ont fait des scandales nationaux à propos de la situation internationale. Donc, et puis ça a emporté l'opinion. Donc quelque part, si vous voulez, j'ai le soupçon ou l'espoir que la crise financière qui révèle qu'on a vécu en 2008, qui s'est traduit maintenant dans l'économie réelle et dont on n'est pas sorti, qui a des aspects parfaitement scandaleux par un certain nombre de ses caractéristiques, eh ben, c'est peut-être ça qui va effectivement aider à déclencher un mouvement dans lequel des notions comme celle-ci, ou peut-être d'autres, hein, je ne prétends pas détenir une vérité unique, en tout cas, feront que des notions comme celle d'altruisme ou d'une justice sociale plus équilibrée se feront jour beaucoup plus rapidement qu'on ne croit. On va prendre une dernière question. L'impression que j'ai, c'est que vous n'êtes pas en train de promouvoir l'altruisme parce que vous avez vous-même découvert les limites de la science et la schizophrénie du scientifique de la vie. Je m'explique. Vous nous avez brillamment démontré au début et expliqué que la population mondiale croissait, que grâce au progrès de la science et de la science de la vie, la population était de plus en plus importante, vivait de plus en plus, ou survivait de plus en plus vieille, ou de plus en plus longtemps, et que cette population, cette surpopulation, en fait, la moitié de la population que vous mainteniez en vie, que vous permettiez de vivre grâce au progrès de la science, vivait en fait dans des conditions catastrophiques. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, finalement, moi, scientifique, j'ai travaillé toute ma vie pour accroître la durée de vie, pour réduire la mortalité infantile, et finalement, je me rends compte que je n'améliore pas la qualité de vie des gens à qui je permets de vivre plus longtemps. Est-ce que la solution, justement, n'est pas dans la science, mais dans l'altruisme? Donc ma question, est-ce que ce n'est pas un petit peu schizophrénique pour vous? Vous avez compris ma question, j'imagine. Oui, oui, j'ai compris. Alors je vous ferai une réponse tout aussi personnelle. Non, ça n'est pas schizophrénique pour une excellente raison, c'est que je tiens ça de mes parents. Mon père était un grand médecin et il était fondamentalement altruiste. Il voyait beaucoup de malades gratuitement et je pense que j'ai hérité de lui ce mode de pensée. Voilà.